La piraterie, souvent perçue comme un univers de chaos et de violence anarchique, reposait en réalité sur un cadre juridique et disciplinaire rigoureux. Loin d'être des bandes sans foi ni loi, les équipages pirates fonctionnaient selon un ensemble de règles strictes visant à maintenir l'ordre et à garantir la cohésion du groupe. Ces codes, établis par consentement mutuel, structuraient la répartition du butin, la conduite à bord et les sanctions en cas d'infraction. La discipline était essentielle pour assurer le bon fonctionnement du navire et maximiser les profits des expéditions. Contrairement aux navires de la marine marchande ou militaire, où l'autorité était exercée de manière verticale, les pirates adoptaient un modèle plus égalitaire, mais non dénué de contraintes et de punitions exemplaires. Les codes de conduite, connus sous le nom de chartes pirates, étaient des documents établis et signés par tous les membres de l'équipage avant de prendre la mer. Ils définissaient les droits et devoirs de chacun, ainsi que les infractions passibles de sanctions. Les codes étaient des compromis visant à équilibrer l'égalité entre les membres de l'équipage et la nécessité d'assurer une autorité claire en temps de crise. Parmi les codes les mieux documentés, on trouve celui de Bartholomew Roberts, un pirate gallois ayant fait sa renommée au début du XVIIIe siècle. Bartholomew Roberts, souvent cité comme l'un des pirates les plus célèbres de l'histoire, était connu pour ses règles strictes et son sens de l'organisation. En 1720, Roberts rédigea un code de conduite qui interdisait notamment le vol entre compagnons, l'ivresse excessive perturbant l'ordre à bord et le jeu d'argent qui était considéré comme une source de conflit. Roberts exigeait également que chaque membre de l'équipage participe équitablement aux tâches et à la répartition du butin. Sa capacité à imposer ces règles rigoureusement fut l'un des facteurs clés de son succès en mer, menant son équipage à de nombreuses victoires. Un autre pirate célèbre ayant imposé une discipline stricte fut Henry Morgan, un pirate d'origine galloise qui opéra principalement dans les Caraïbes au XVIIe siècle. Morgan était reconnu non seulement pour sa brutalité, mais aussi pour sa capacité à organiser des raids militaires complexes. Son code de conduite comprenait des sanctions sévères contre la trahison et il insistait sur une loyauté sans faille de la part de ses hommes. Cependant, contrairement à Roberts, Morgan favorisa également la recherche de butins plus importants plutôt que de se concentrer sur une organisation stricte des tâches à bord. Ses succès notables, tels que la prise de Panama en 1671, furent en grande partie le résultat de sa capacité à maintenir une discipline de fer dans des situations de guerre intense. Le maintien de la discipline reposait principalement sur le capitaine et le conseil de l'équipage. Contrairement aux navires de la marine royale, où le capitaine détenait un pouvoir absolu, celui des pirates devait son autorité au soutien de son équipage. Il était élu par ses hommes et pouvait être destitué en cas de mauvaise gestion ou d'échec militaire. Le véritable organe de régulation était le Conseil des pirates, une assemblée composée des officiers et des marins les plus influents, qui se réunissaient pour juger les fautes graves. Ce système garantissait une certaine équité dans l'application des sanctions, bien que celles-ci fussent souvent impitoyables. Le rôle du capitaine, bien que crucial, n'était pas une autorité autocratique. Le capitaine n'avait de pouvoir absolu que lorsqu'il était en mer et ses décisions pouvaient être contestées par le conseil de l'équipage. Ce modèle hybride, combinant leadership autoritaire et structure démocratique, faisait des pirates une société aussi hiérarchisée que militante. Parmi les infractions les plus sévèrement punies figurait le vol entre membres d'équipage. Dans une société reposant sur une solidarité contrainte par les conditions de vie en mer, toute tentative de s'approprier indûment des ressources était perçue comme une trahison. La sanction variait en fonction de la gravité du larcin. Une simple privation de ration pour les délits mineurs, une flagellation pour les cas plus sérieux, voire l'abandon sur une île déserte lorsque le vol compromettait le fonctionnement du navire. Ce dernier type de sanction était particulièrement redouté, car il exposait l'individu à une mort quasi certaine. L'abandon sur une île déserte, sans vivres ni outils, était une punition extrême qui pouvait entraîner la mort lente de la victime. Les pirates, conscients de l'isolement de leur action, appliquaient cette sanction avec une certaine froideur, calculant souvent les risques de survie avant d'appliquer de telles mesures. La désertion et la lâcheté au combat étaient également considérées comme des crimes majeurs.
Un équipage pirate ne pouvait compter que sur lui-même lors des affrontements avec d'autres navires ou les forces gouvernementales. Un homme qui refusait de se battre mettait en péril la survie collective. Selon les codes en vigueur, un pirate reconnu coupable de lâcheté risquait des sanctions extrêmes telles que l'abandon en mer ou l'exécution sommaire. Les témoignages historiques relatent des scènes où des marins, jugés incapables ou trop effrayés pour prendre part au combat, étaient précipités à l'eau, parfois lestés de poids pour accélérer leur noyade. Cette pratique, aussi cruelle que dissuasive, servait non seulement à éliminer un élément jugé indigne, mais aussi à dissuader les autres membres de l'équipage de fuir face à l'ennemi. L'exécution sommaire, souvent par pendaison, avait également un caractère symbolique. Elle témoignait du strict respect des règles et de la cohésion nécessaire à la survie en mer. La mutinerie représentait un cas particulier dans la hiérarchie des délits. Si les pirates avaient la possibilité de révoquer un capitaine jugé incompétent, toute tentative de prise de pouvoir en dehors du cadre du conseil de l'équipage était considérée comme une menace pour la stabilité du groupe. Dans ces cas-là, les mutins étaient généralement exécutés, souvent par pendaison ou par abandon sur un radeau sans provision. Ce type de sanction visait à prévenir toute velléité de contestation en dehors des mécanismes prévus par le code pirate. Les mutineries représentaient un véritable défi pour la stabilité de l'équipage. Dans un milieu aussi fragile où la cohésion était essentielle, toute tentative de prise de pouvoir individuelle mettait en danger l'équilibre fragile des relations à bord. Ces révoltes, bien que rares, étaient traitées avec une sévérité absolue afin de garantir la survie et l'efficacité de l'équipage. Les châtiments infligés par les pirates étaient aussi variés que brutaux. Ils servaient non seulement à maintenir l'ordre parmi les équipages, mais aussi à garantir la survie de l'équipage dans un monde sans loi. Ces châtiments étaient redoutés pour leur cruauté et leur capacité à briser tant l'esprit que le corps des victimes. Loin d'une image romantique véhiculée par la culture populaire, la piraterie était une entreprise terrifiante où la discipline et la terreur étaient des instruments de contrôle. Les pirates n'étaient pas des rebelles sans cause, mais des hommes organisés, ayant des règles strictes, souvent plus sévères que celles des marines officielles, et ce, pour assurer la stabilité de leur communauté et la réussite de leurs expéditions. Le fouet ou chicotte était sans doute l'outil de punition le plus courant et le plus redouté. Il n'était pas seulement utilisé pour des infractions graves, comme le vol ou la subordination, mais aussi pour de petites offenses quotidiennes. Le chat à 9 queues, un fouet constitué de plusieurs lanières, souvent renforcées de métal, était une arme terrifiante. Il était destiné à infliger des blessures non seulement douloureuses, mais aussi humiliantes. L'ampleur des coups dépendait de la gravité de l'infraction, mais les punitions pouvaient être extrêmement sévères. Un coup bien placé du fouet pouvait causer des coupures profondes, des hématomes, voire des fractures. L'humiliation publique était une partie essentielle de cette punition. La victime, souvent un marin, était attachée au mât principal du navire et exhibée à l'équipage avant de recevoir la pluie de coups. Les spectateurs, impuissants à intervenir, assistaient à la souffrance de leurs compagnons, renforçant l'effet dissuasif de la flagellation. Les conséquences physiques de cette punition pouvaient être permanentes: cicatrices, infections et dans certains cas, mort par choc septique. Mais les effets psychologiques étaient tout aussi dévastateurs. La douleur intense, mais aussi l'humiliation publique, la mise à nu du corps, brisaient l'estime de soi des victimes. Les pirates, en particulier ceux au caractère plus faible, avaient tout intérêt à éviter cette humiliation, car elle déstabilisait l'équilibre mental et physique. Mais la flagellation n'était que le début de l'arsenal de punition. La cale, un châtiment issu de la marine hollandaise, consistait à attacher un marin et à le traîner sous la coque du navire, immergé à plusieurs reprises sous l'eau. Cette méthode était destinée à punir les mutins ou les marins accusés de lâcheté. Les récits rapportent que certains pirates étaient condamnés à passer plusieurs heures dans cette position, ce qui augmentait leur risque de noyade ou de déchirure causée par les bernacles accrochés à la coque. Pour les condamnés, chaque passage sous l'eau représentait une épreuve de survie. L'asphyxie imminente, la douleur extrême et la terreur qui s'ensuivait constituaient une expérience traumatisante,
dont il était souvent difficile de se remettre, même si la victime parvenait à survivre. L'effet psychologique de cette punition était tel que certains marins développèrent une phobie de l'eau, craignant l'immersion répétée, ce qui affectait leur courage et leur morale au combat. L'immersion sous la coque évoquait aussi un sentiment d'abandon total. Certains marins, capturés par les pirates, se souviennent avoir craint non seulement pour leur vie, mais aussi du sort réservé à leurs compagnons. L'équipage tout entier vivait sous la menace constante de cette punition. L'abandon sur l'île déserte était sans conteste l'un des châtiments les plus impitoyables. Il était réservé aux traîtres et aux marins jugés trop faibles pour survivre à la rigueur de la piraterie. Une fois abandonnés sur une île, ces condamnés étaient laissés à leur sort, sans eau ni nourriture, et souvent sans espoir de salut. Certains survivants ont raconté que l'épreuve de l'abandon était plus cruelle que la mort. L'isolement, la chaleur accablante et la soif extrême poussaient les pirates à des comportements extrêmes, notamment la folie ou la recherche désespérée de sources d'eau, souvent vouées à l'échec. Un marin abandonné était condamné à lutter contre des éléments indomptables, souvent sans moyen de survie, et dans un état de panique totale. Le traumatisme de cette expérience pouvait rester gravé à vie dans l'esprit du condamné, qui portait cette peur constante de l'abandon. Ce genre de punition contribuait à renforcer la cohésion au sein de l'équipage. L'idée même d'être laissé sur une île sans secours, sans avenir, était l'ultime forme de terreur. L'humiliation d'être livré à soi-même sur un territoire hostile brisait le sentiment d'appartenance et réduisait à néant toute volonté de résistance. Les mutilations physiques étaient également une pratique courante parmi les pirates. Lorsque l'un d'entre eux commettait une infraction grave, il pouvait se voir couper une main, un doigt, voire un pied comme punition. Certaines de ces mutilations étaient commises de manière publique pour servir d'exemple. François Lelaunay, connu pour sa cruauté envers ses hommes, n'hésitait pas à mutiler ceux qui enfreignaient les règles de manière flagrante. Le processus de coupure était brutal et les cicatrices laissées sur les victimes étaient des rappels permanents de la sévérité du code pirate. La mutilation n'était pas seulement physique, elle servait aussi de marque psychologique, au final un stigmate de trahison. L'idée d'avoir un membre du corps coupé, un symbole de l'incapacité de l'équipage à fonctionner en harmonie, faisait de la mutilation un outil redoutable de contrôle. Les exécutions étaient également monnaie courante parmi les pirates. L'exécution ne se limitait pas simplement à l'exécution physique de la victime, mais avait aussi un impact psychologique sur les témoins, qui savaient que l'issue pouvait être la même pour ceux en cas de mauvaise conduite. Ce genre d'exécution était un moyen de maintenir l'ordre et de rappeler aux autres membres de l'équipage la gravité des règles pirates. Au-delà de l'impact physique, les punitions avaient des répercussions psychologiques profondes. Les marins, témoins et victimes des sévices, se retrouvaient souvent marqués à vie par ces expériences. Le sentiment constant de peur, de menace et l'incertitude quant à leur sort engendraient des troubles mentaux tels que l'anxiété, la paranoïa et la dépression. Les pirates, bien qu'ils forment une communauté, vivaient sous la menace constante de la trahison et de l'insubordination, rendant chaque interaction potentiellement dangereuse. Cette atmosphère de terreur généralisée alimentait le besoin de punir avec une sévérité extrême. Cela permettait non seulement de maintenir l'ordre, mais aussi de renforcer la solidarité de l'équipage face aux dangers extérieurs. Ces châtiments étaient essentiels à la survie de l'équipage pirate, mais ils avaient aussi des conséquences profondes sur la psychologie des marins. Lorsque la loi frappait les pirates, elle s'abattait avec une brutalité inouïe, témoignant de la peur et du mépris des autorités pour ceux qui osaient défier les puissances maritimes et leur ordre établi. Le rôle des pirates, longtemps perçu comme une menace indomptable, exigeait une répression exemplaire. La chasse aux pirates était menée avec une rigueur implacable, alimentée par les intérêts des grandes puissances maritimes européennes et des compagnies commerciales qui, pour préserver leur route commerciale et leurs profits, n'hésitaient pas à user de la violence la plus extrême. Cette traque s'organisait principalement à travers des patrouilles navales renforcées, mais aussi par le biais de chasseurs de primes, d'alliances stratégiques avec d'anciens flibustiers reconvertis en corsaires, ou même de la mise en place de véritables armées navales dédiées à l'éradication de la piraterie. Les pirates
étaient vus comme des ennemis publics qui méritaient de payer un prix fort pour leurs crimes, qu'ils soient réels ou souvent exagérés par leurs poursuivants. Lorsqu'un équipage pirate était capturé, il ne faisait pratiquement jamais l'objet d'un jugement impartial. Le sort qui l'attendait était presque toujours la même sentence, une exécution rapide et violente. Les procès expéditifs et souvent truqués menaient presque invariablement à une condamnation à mort. Le système judiciaire maritime de l'époque était profondément biaisé en faveur des autorités et des grandes puissances. Les pirates, jugés dans des villes telles que Londres, Port-Royal ou Nassau, n'avaient que très peu de chances de recevoir un procès équitable. À Port-Royal, par exemple, les audiences étaient souvent menées par des gouverneurs coloniaux, désireux de démontrer leur efficacité dans la lutte contre la piraterie, mais également leur allégeance aux puissances impériales. Les accusés, privés de véritable défense et souvent soumis à des interrogatoires brutaux, étaient condamnés sur la base de témoignages obtenus sous la contrainte, parfois même sous la menace de torture. En 1720, un pirate notoire du nom de Charles Vane, autrefois craint et respecté sur les mers, fut capturé et jugé à Port-Royal. Son procès ne dura que quelques heures avant que la sentence de pendaison ne soit prononcée, sans réelle défense de sa part. Cette rapidité dans l'exécution des sentences faisait écho à une époque où les autorités souhaitaient affirmer leur pouvoir sans tarder. La pendaison, bien que la méthode d'exécution la plus courante, n'était pas l'unique châtiment réservé aux pirates. À Londres, l'exécution des pirates se déroulait généralement à Execution Dock, un site symbolique sur les bords de la Tamise. Le condamné, souvent enchaîné, était amené en procession sous les huées de la foule, avant d'être attaché à une potence imposante. C'était un spectacle public destiné à effrayer et à dissuader les autres pirates en devenir. Après l'exécution, dans des cas particulièrement marquants, le cadavre du pirate était parfois enduit de goudron et suspendu dans une cage de fer, exposé à la vue de tous les marins et passants. Ce traitement des corps visait à servir d'exemple, à signifier que l'issue pour les pirates était inévitable et violente. L'exécution de William Kidd en 1701 en est un exemple frappant. L'ancien pirate, accusé de trahison et de piraterie, eut une fin macabre. Après une première tentative où la corde se rompit, un présage malheureux selon certains, il fut pendu une seconde fois, cette fois sans échappatoire. Le spectacle de sa mort était censé envoyer un message clair à tous ceux qui oseraient suivre ses traces. Les marins qui assistaient à ces exécutions en sortaient souvent profondément marqués. Les témoignages historiques révèlent des scènes saisissantes où les derniers mots de certains pirates, défiant encore l'autorité, résonnaient comme un dernier acte de rébellion. D'autres observateurs de ces scènes rapportent la vision macabre des corps pendus, se balançant lentement au gré du vent, leurs silhouettes sinistres se découpant contre le ciel. La présence de ces exécutions publiques ne laissait personne indifférent. Certains marins britanniques, témoins des exécutions de pirates, racontent comment, après que le pirate fut pendu, les spectateurs observaient attentivement le cadavre, tout en débattant de la légitimité des peines infligées à ces criminels des mers. Ces effets de groupe, ces échanges d'opinions, révélaient aussi les fissures qui existaient dans l'idée de justice maritime et l'impact psychologique de ces spectacles sur la moralité des témoins. Cependant, la pendaison n'était pas la seule méthode d'exécution. Certains pirates étaient condamnés à des supplices bien plus horribles. L'écartèlement, par exemple, était réservé aux criminels considérés comme particulièrement infâmes et abominables. D'autres pirates espagnols, capturés par les autorités britanniques dans les Caraïbes, furent brûlés vifs, un châtiment rare et terrifiant. Certains pirates étaient envoyés aux galères ou contraints de travailler dans les plantations des Caraïbes, un sort pire que la mort selon certains. Un cas particulièrement cruel remonte à 1718, lorsqu'un capitaine pirate espagnol fut capturé au large de la Jamaïque. Après un procès expéditif, il fut condamné à être attaché vivant au mât de son propre navire avant que celui-ci ne soit incendié sous les acclamations de la foule. Ce genre de châtiment extrême visait à servir d'exemple. Plus la punition était cruelle, plus le message était clair. Les pirates ne méritaient aucune pitié. Les femmes pirates, bien que moins nombreuses, connaissaient parfois un destin encore plus cruel et injuste. Parmi les plus célèbres figures féminines de la piraterie, Anne Bonny et Mary Read, capturées en 1720, se distinguent par leurs histoires poignantes.
Après l'attaque de leur navire par les autorités britanniques, leurs compagnons furent immédiatement exécutés, mais elles échappèrent temporairement à la pendaison en invoquant leur grossesse, ce qui leur offrit un répit. Cependant, Mary Read mourut en prison, probablement victime d'une maladie, tandis que Anne Bonny disparut des archives, laissant planer un mystère total sur son sort. D'autres femmes pirates, déguisées en hommes pour échapper à la détection, furent souvent découvertes lors de leur capture et jugées sans ménagement. En 1740, une femme pirate française fut capturée en Martinique, démasquée et pendue après un procès expéditif. Son sort tragique soulignait la brutalité à laquelle étaient soumises ces femmes qui osaient se lancer dans un domaine dominé par les hommes. L'histoire des femmes pirates reste trop souvent marginalisée, mais des figures telles que Jeanne de Clisson, une femme bretonne qui se vengea de l'assassinat de son mari en devenant pirate, ou Xing Shi, une redoutable pirate chinoise, montrent l'étendue de l'implication féminine dans le monde de la piraterie, même si ces femmes faisaient face à des jugements bien plus sévères que leurs homologues masculins. Les exécutions et autres châtiments brutaux marquèrent profondément le monde pirate. Chaque pendaison, chaque exposition de cadavres, chaque supplice alimentait la peur et renforçait la légende noire des tribunaux maritimes. Pourtant, malgré la terreur inspirée par ces peines, la piraterie ne disparut pas pour autant. En effet, la répression seule ne suffisait pas à éradiquer un phénomène aussi profondément enraciné dans le commerce maritime de l'époque. Les témoignages de marins survivants ayant assisté à ces exécutions révèlent une double réalité. Certains y voyaient une justice nécessaire pour maintenir l'ordre, tandis que d'autres, au contraire, considéraient ces spectacles comme une forme de barbarie inutile. Des documents retrouvés à Nassau mentionnent même des mutineries à bord de navires marchands, certains équipages préférant fuir vers une vie de hors-la-loi plutôt que de se soumettre à la dure discipline des marines royales. Il apparaît donc que la justice contre les pirates, bien que redoutée, n'a jamais été une arme totalement dissuasive. L'histoire maritime regorge d'exemples de forbans qui, malgré la menace des gibets, refusèrent de se soumettre à l'autorité et continuèrent à semer le chaos sur les mers. L'héritage des punitions pirates, bien que souvent idéalisé ou dramatisé par la culture populaire, repose sur une réalité complexe qui va au-delà de la simple brutalité. Les pirates du XVIIIe siècle, vivant dans des conditions extrêmes sur les océans, ont créé un système de discipline sévère pour maintenir l'ordre à bord de leurs navires. Ces pratiques, parfois extrêmes, ont non seulement marqué l'imaginaire collectif, mais aussi influencé les structures de commandement dans des marines plus établies, telles que celles de la Grande-Bretagne, de la France ou de l'Espagne. Les traces de ces pratiques de punition sont visibles à travers l'héritage culturel, la littérature et le cinéma moderne, mais elles révèlent aussi des aspects fondamentaux de la psychologie et de la sociologie de la piraterie. De nos jours, les punitions infligées aux marins modernes sont infiniment plus humanisées et réglementées. Mais on peut encore voir des échos des pratiques pirates dans des structures où la discipline et le contrôle sont primordiaux. Les armées et marines contemporaines utilisent des formes d'entraînement rigoureuses pour développer l'esprit de corps et l'obéissance, qui rappellent la stricte hiérarchie des équipages pirates. Le contrôle mental et physique des marins repose sur la même logique de cohésion par la contrainte, même si les méthodes ont évolué pour respecter les droits de l'homme. L'une des raisons pour lesquelles ces pratiques pirates ont perduré est qu'elles incarnaient la nécessité d'une autorité absolue dans un environnement sans loi. Les pirates, tout comme les marines nationales, comprenaient que l'unité de l'équipage était primordiale pour survivre face aux dangers constants en mer, notamment les combats avec d'autres pirates ou les forces navales. La culture populaire a largement contribué à diffuser l'image des pirates en tant que figure insensée, dont la cruauté est symbolisée par des pratiques impitoyables de discipline. Des films comme Pirates des Caraïbes de Disney ont pris la figure du pirate rebelle et excentrique et l'ont associé à des scènes exagérées de torture ou de châtiment. Ces films, bien qu'extrêmement romancés, ont forgé dans l'imaginaire collectif l'image d'un pirate gouvernant son équipage par la terreur. Cette image est une simplification dramatique des réalités historiques, mais elle repose sur une vérité plus profonde, l'usage du châtiment pour assurer la survie et maintenir l'ordre dans un environnement
où le contrôle des individus était essentiel à la cohésion de l'équipage. Des romans d'aventure comme L'île au trésor de Robert Louis Stevenson ont également alimenté cette vision. Bien que les personnages de Stevenson soient fictifs, l'auteur s'est inspiré des récits de pirates réels, notamment des traditions de châtiment sévère. Les pirates, comme le capitaine Flint, personnage central du livre, appliquent une forme de discipline dure, en partie pour maintenir le respect de l'équipage, mais aussi pour préserver la stabilité de l'autorité. Ces œuvres ont eu un impact durable sur l'imaginaire collectif, renforçant l'idée que la piraterie, bien que séduisante et aventureuse, était d'abord un milieu où la peur de la punition gouvernait. Les jeux vidéo tels que Assassin's Creed 4, Black Flag illustrent également cette dynamique de peur et de pouvoir. Dans ce jeu, les joueurs incarnent un pirate en quête de liberté, mais se retrouvent constamment confrontés à des dilemmes liés à la discipline et à l'autorité. L'histoire et les mécaniques du jeu s'inspirent largement des réalités historiques, où les équipages pirates étaient souvent soumis à des codes de conduite stricts, sous peine de sévères représailles. Le caractère immersif de ces jeux permet aux joueurs de comprendre les motivations derrière la discipline à bord des navires, renforçant l'idée que les pirates, bien qu'énigmatiques rebelles, étaient avant tout des dirigeants d'équipages très organisés. Les archives historiques regorgent de témoignages de la brutalité des punitions infligées par les pirates. Les journaux de bord, les procès-verbaux des tribunaux maritimes et les récits de ceux qui ont survécu à la piraterie offrent un aperçu fascinant des pratiques disciplinaires. Prenons l'exemple de Barbe Noire, alias Edward Teach, l'un des pirates les plus célèbres de l'histoire. Ce capitaine terrorisait les mers des Caraïbes au début du XVIIIe siècle. Lors de ses captures, il avait l'habitude d'infliger des châtiments extrêmes. L'un des plus connus fut l'exécution d'un de ses hommes qui avait été accusé de trahison. Barbe Noire fit une démonstration publique de son pouvoir en ordonnant l'exécution de son propre marin, afin de rappeler à l'équipage que la loyauté et l'obéissance étaient des impératifs absolus. L'exécution se fit en public pour qu'aucun membre de l'équipage n'ose défier son autorité. La brutalité des punitions pirates était en effet réservée non seulement à l'ordre interne, mais aussi pour gérer les menaces externes, comme les captures par les marines ennemies ou les révoltes d'équipage. L'exécution des pirates était une manière d'envoyer un message et d'intimider les autres, d'autant plus que les tribunaux maritimes n'hésitaient pas à appliquer la peine capitale. Les punitions appliquées à bord des navires pirates peuvent être comprises à travers des théories psychologiques et sociologiques. D'un point de vue psychologique, la piraterie créait une dynamique de groupe où la loyauté et l'unité étaient primordiales pour survivre dans un environnement hostile. Les pirates n'étaient pas simplement des hors-la-loi, ils étaient souvent issus de classes sociales basses et de marins qui avaient été poussés à adopter des comportements extrêmes pour s'assurer une place dans un univers compétitif et dangereux. Le système de punition sévère visait à maintenir une hiérarchie claire, à prévenir les mutineries et à affirmer une forme de leadership absolu. Les théories sociologiques nous permettent de mieux comprendre pourquoi ces châtiments brutaux étaient appliqués. Selon la théorie de Max Weber sur l'autorité, les leaders pirates exerçaient un contrôle direct par la violence pour garantir une obéissance sans faille. En l'absence d'une structure étatique ou de loi formelle, la peur de la punition était le seul facteur capable d'imposer une hiérarchie stable. La discipline à bord était donc le moyen d'assurer la survie collective. À l'instar des théories modernes de contrôle social, les pirates comprenaient que l'ordre interne ne pouvait être maintenu que par la contrainte physique et psychologique, celle qui inspirait la crainte et le respect. Les marines royales françaises et espagnoles de l'époque pratiquaient également des punitions sévères, bien que sous une forme plus régulée et systématique. Les marins de la marine royale britannique étaient souvent soumis à des punitions corporelles, dont les fameux fouets à la cale, qui pouvaient aller jusqu'à 100 coups de fouet. Si la marine royale appliquait des peines sévères, elle différait des pirates par l'existence de tribunaux formels pour juger les fautes. Les marins pouvaient être jugés pour des crimes comme la mutinerie ou la désertion, mais la pendaison, bien que courante, était pratiquée selon un protocole officiel. La marine française, quant à elle, appliquait des châtiments sévères, tels que l'écartèlement ou les travaux forcés, particulièrement en cas de trahison ou de vol. En Espagne, les pirates capturés par la marine espagnole étaient souvent condamnés à des exécutions publiques, renforçant ainsi la réputation de la puissance navale espagnole.
Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. En tout cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.